Mais bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir de la semaine sur LN24 sur les coups des 22h pour votre émission Le Monde ou Rien. Salut Nico. Salut Jim, au programme de la dernière émission de la semaine, on vous aide comme chaque soir à mieux comprendre le monde qui nous entoure. On fera aussi le tour des images qui ont marqué l'actualité, sans oublier bien sûr une rencontre avec non pas une mais deux personnalités ce soir, et tout ça jusqu'à 23h. Mais commençons par le commencement, et le commencement, Jim, c'est de l'actu. Oui, ce samedi, des dizaines de milliers d'Iraniens se rassemblent, et pas que, se rassemblent dans les rues de Bruxelles avec cet espoir de faire tomber le régime des mollahs, mais aussi de tenter de réveiller l'Union européenne pour qu'elle s'implique beaucoup plus dans ce dossier. À quoi ressemble l'Iran d'aujourd'hui? Comment expliquer que ce régime soit toujours en place? On en parle avec nos experts d'ici une poignée de secondes. Et Nico, comme chaque soir, tour d'horizon aussi des images qui ont marqué la journée. Il y a forcément ce deuil national au Portugal après le déraillement meurtrier d'un funiculaire à Lisbonne. On s'arrêtera aussi sur cet échange surprenant entre Xi Jinping et Vladimir Poutine sur l'immortalité, et puis deux visages, ceux de Michel Demact et Georges-Louis Boucher, symbole d'une crise grandissante au sein du MR. Tout ça, ce sera d'ici une vingtaine de minutes dans l'arrêt sur image d'Alexandre Gérard. Et puis Jim, Le Monde Orient, c'est aussi chaque soir un grand invité, une rencontre avec une personnalité. Oui, et puis on est sympa, ce soir on en aura deux. Une immense actrice belge, Marie Gillin, et puis une réalisatrice qui l'accompagnera, Hélène Médy, que vous avez peut-être vue aussi dans Plus belle la vie. Elles seront toutes les deux avec nous juste après 22h30 pour un film bouleversant. Ça s'appelle Une place pour Pierrot, et on en parle tout à l'heure. Enfin, on terminera en beauté avec le scroll de Marie-Jean Ries, toutes ces actualités qui ont buzzé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et notamment ce youtubeur québécois, bourgmestre de Charleroi pendant 48 heures. Bienvenue dans Le Monde Orient, et ça commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Et Jim, ce soir on parle de l'Iran avec un événement sans précédent qui se déroule à Bruxelles ce samedi. Oui, manifestation de dizaines de milliers d'Iraniens et d'autres personnes en présence de dignitaires internationaux avec un objectif, le renversement du régime des mollahs par le peuple et par sa résistance organisée. Un rassemblement organisé donc par le CNRI. Le CNRI, c'est le Conseil national de la résistance iranienne, mais aussi plus de 300 associations de la diaspora iranienne en Europe, avec des parlementaires aussi européens ou encore américains qui ont signé une déclaration de soutien à ces manifestations et à ces revendications. Cette manif, elle vise tout simplement à lancer un appel à l'Europe et à la communauté internationale avec concrètement 3 demandes. Vous les voyez à l'écran. Appliquer tout d'abord immédiatement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre le régime iranien, reconnaître le droit du peuple iranien à renverser le régime des mollahs, prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la vague d'exécution. Je donnerai les chiffres dans quelques instants, ça fait froid dans le dos. Et enfin, désigner le corps des gardiens de la révolution islamique comme entité terroriste par l'Union européenne et par le Royaume-Uni. Et alors Jim, pourquoi cette manifestation maintenant? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut revenir quelques instants sur le contexte actuel en Iran. Tout d'abord, le régime iranien enchaîne les crises. Les soulèvements nationaux depuis 2018 ont ébranlé le régime, avec notamment ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. La situation économique et sociale, elle est de son côté tout à fait catastrophique, avec notamment des coupures de courant ou encore des pénuries d'eau. Et puis on parlait tout à l'heure, Jim, d'exécution et de chiffres qui font froid dans le dos. Oui, revenons d'abord au gouvernement de Massoud Pezeshkian qui est aux affaires depuis plus d'1 an, et dans ce laps de temps, écoutez bien, il y aurait eu plus de 1670 exécutions, d'où au moins 840 depuis le 1er janvier, dont certaines par pendaison publique. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dénonce, je cite, un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation, et ce régime a aussi reconnu l'arrestation récente de 21 000 personnes pour des motifs politiques, dont une partie risque l'exécution. Mais Jim, il y a encore d'autres éléments de contexte à prendre en compte. Oui, on en revient à nouveau à ce programme nucléaire iranien. Si cette manifestation a lieu ce week-end, eh bien c'est aussi et surtout parce qu'il y a une décision récente de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni de rétablir les sanctions contre les régimes iraniens. En fait, il y a une date qui est importante, c'est celle du 18 octobre, date d'expiration de ce qu'on appelle l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Cet accord, il prévoit un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions. Et en clair, les 3 pays que je viens de vous citer à l'instant peuvent donc activer un mécanisme qu'on appelle le snapback, qui nous dit qu'en gros, si le pouvoir iranien continue de tricher sur son programme nucléaire, eh bien toutes les sanctions et toutes les mesures punitives seront imposées à nouveau, et ce, sans crainte du veto d'un autre État, un outil redoutable selon pas mal de spécialistes de l'Iran. Et donc l'Iran triche?
Alors, il y a en tout cas des manquements, c'est dur à dire et je vais vous l'expliquer. Certaines sources évoquent une nouvelle escalade du programme nucléaire iranien selon un rapport confidentiel de l'AIEA. L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Eh bien, l'Iran aurait accéléré le rythme de production de ses réserves d'uranium enrichi à 60%, un seuil qui se rapproche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. On rappelle aussi que depuis les échanges de missiles, rappelez-vous, entre Israël et l'Iran, eh bien, le pays a décidé de suspendre sa collaboration avec l'AIEA, mais elle continue à démentir vouloir se doter de l'arme atomique et défend son droit de développer, je cite, un programme nucléaire civil. Et alors un dernier mot, Jim, avant d'aller plus loin avec nos invités, que disent les alliés du pouvoir iranien ? Eh bien, sans surprise, que ce soit Pékin, Moscou ou Téhéran, ils dénoncent tous une décision illégitime et multiplient aussi les manœuvres diplomatiques pour tenter de freiner aussi la mise en œuvre de ce retour des sanctions. Ces trois régimes, elles ont envoyé une lettre à l'occasion du sommet de Shanghai disant que cette décision de rétablir les sanctions dans le cadre de ce procédé que j'ai décrit il y a quelques instants, ce snapback, était juridiquement et procéduralement viciée. Ces pays estiment que la décision prise par la France, par l'Allemagne et par le Royaume-Uni abuse de l'autorité et des fonctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci Jim, et donc deux invités avec nous pour en parler ce soir. Oui, vous avez d'un côté Afshin Alavi qui fait partie des organisateurs de la manifestation de samedi, il fait partie du CNRI, et puis Caroline Azad qui est journaliste, qui est chercheuse, qui est doctorante en sciences politiques et sociales à l'ULB, spécialiste de l'Iran. Et j'en profite pour citer votre dernier livre, Caroline, Femmes d'Iran, football et résistance, enquête sur une société en pleine mutation. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous dans le Monde Orient. Afshin Alavi, je commence avec vous. Pourquoi elle est si importante, cette manifestation de samedi ? D'abord parce que c'est dans une phase tout à fait charnière. D'un côté, le régime des mollahs se trouve vraiment à bout de rouleau après justement des années de survie et avec souvent la complaisance des États occidentaux, européens ou américains. Et aujourd'hui, je pense que le monde est devant une impasse devant le régime, c'est-à-dire que ce régime ne veut pas céder sur le plan de l'abandon du programme nucléaire. Il a provoqué justement tant de guerres dans la région. Et il se trouve extrêmement isolé à l'intérieur. À l'intérieur, il est isolé, on a pu le voir lors des soulèvements qui se sont succédés en Iran depuis 2017 et particulièrement en 2022, mais aussi au moment des élections comment dirais-je, simulacres d'élections qui ont eu lieu en Iran ou qui ont été largement boycottées. Et la population iranienne est à bout. En raison des pénuries, en raison de la mauvaise gestion, en raison de tout l'argent qui a été dépensé dans ce programme nucléaire inutile pour la souveraineté et pour le bien-être du peuple iranien. Et aujourd'hui, la pénurie d'électricité, la pénurie d'eau, la pénurie du pain, la cherté de la vie et également la pression qu'il y a sur la population de la part d'un régime extrêmement cruel fait que la population ne veut plus ce régime. Donc aujourd'hui, avec cette décision qui a été prise par les trois pays, la troïka européenne, cela montre que le monde est arrivé à cette conclusion qu'il faut abandonner cette vision de complaisance à l'égard du régime. Oui, on va en parler parce que vous avez des mots très durs, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, mais on va y venir. Mais un mot quand même, Caroline Azad, sur le soutien au régime, parce que c'est vrai que j'ai cité toute une série d'événements qui sont déroulés en Iran depuis au moins 2018, mais on aurait pu revenir avant. Ce régime tient toujours. Comment on l'explique ? Il y a toujours en Iran des gens, des citoyens qui soutiennent le régime des mollahs ? Mais écoutez, je pense que ce régime tient... En fait, c'est l'opinion qu'on en a parce qu'en fait, on le connaît mal et que c'est vrai qu'à chaque soubresaut, c'est un régime qui s'est construit donc dans les crises, à travers les crises, qui a besoin des crises pour se nourrir et pour continuer à survivre, puisque dans un État démocratique et avec une société prospère à la fois économiquement et intellectuellement, c'est une société qui se mettrait à l'encontre de ce régime-là. Donc, il ne peut pas se permettre de mettre en avant ou de mettre en place une société prospère et démocratique. Par contre, c'est vrai que c'est un régime qu'on connaît mal, je l'ai dit, puisque c'est un régime qui s'est donné les moyens à travers le temps, les moyens humains et les moyens financiers de se maintenir. C'est comme l'Iran est un grand gâteau que tout le monde veut s'arracher. Les Iraniens sont assis sur des ressources économiques, des ressources naturelles dont ils ne voient pas le fruit. Et donc, chacun essaye au niveau du régime islamique de prendre
sa part. Et surtout, il y a aussi, vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui explique aussi cette loyauté finalement de certains segments de la population vis-à-vis du régime iranien. C'est puisque c'est en fait la raison, c'est que cette loyauté a été marchandée en fonction de certains avantages, d'une ascension sociale, une ascension économique de certaines personnes, de certains réseaux. Ce qu'on peut retrouver dans d'autres régimes aussi, hein, on aurait pu en parler. Mais un mot quand même avec vous, Afshin Alavi, parce que vous dénoncez dans le communiqué de presse de la manifestation de samedi un silence de l'Europe concernant les violations des droits humains. J'ai rappelé le nombre d'exécutions. Le silence de l'Europe, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe là maintenant, Afshin Alavi ? Oui, alors comme c'est bien inscrit dans les exigences de la manifestation, notamment le fait que des dizaines de milliers de personnes vont venir réclamer que l'Europe place les gardiens de la Révolution sur la liste terroriste, et nous demandons que les dirigeants du régime soient jugés dans des tribunaux internationaux pour les crimes qu'ils ont été commis, pour les génocides qu'ils ont commis en Iran. Au cours de ces années, il y a eu près de 120 000 personnes qui ont été exécutées uniquement pour leur opinion politique. Donc vous voyez, dans ce contexte, jamais, ni dans les manifestations et des soulèvements, ni après, il y a eu, à part la parole, des gestes concrets précisément pour agir. C'est de ce fait-là que nous disons, au contraire, justement, tout cela a été l'absence d'action, a été des signes d'encouragement pour le régime de continuer. Moi, j'aimerais rebondir sur un point. Juste pour rebondir là-dessus et sur ce silence aussi que vous dénoncez de la part de l'Europe, Caroline Azad, est-ce que ce silence, il encourage d'une certaine manière aussi le régime aujourd'hui à continuer à procéder à des exécutions ? Je pense que c'est ce que vous pensez d'ailleurs, Afshin Alavi. Écoutez, tout dépend de ce qu'on appelle par silence, parce que moi je trouve qu'au contraire, la communauté internationale n'est absolument pas silencieuse à l'égard de l'Iran. Il suffit de regarder l'histoire de l'Iran contemporain pour se rendre compte que les puissances étrangères, les puissances mondiales n'ont jamais voulu d'un Iran indépendant et prospère, et donc se sont toujours mêlés de ce pays qui, encore une fois, a des ressources très importantes et a une position géostratégique aussi très importante. Et une histoire absolument incroyable aussi. Il mise aussi là-dessus, sur ce patrimoine culturel, ce patrimoine immatériel, et effectivement... Oui, un mot quand même, Afshin Alavi, avec vous, parce que j'ai cité le nombre d'exécutions. Ça fait froid dans le dos, vu de Belgique, on ne comprend même pas comment c'est possible, évidemment. Et ça, c'est depuis le dernier gouvernement en place, donc depuis juillet 2024. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire, et comment vous expliquez cette explosion d'exécutions en Iran, dont certaines pendaisons publiques, hein ? Absolument. Je pense qu'on peut résumer cela à la grande faiblesse du régime et ses craintes d'un nouveau soulèvement. Et c'est précisément pour contenir cela que le régime procède à ce rythme d'exécution aujourd'hui. Ce n'est pas un signe de force. Je tiens à dire quand même que tous les indices que nous avons eus devant nous au moment des soulèvements et après qui montrent que le régime ne tient uniquement que par la répression. Et le pourcentage infime de gens qui bénéficient de ce régime aujourd'hui ne font pas le poids devant la masse de la population, donc 80% en dessous du seuil de pauvreté, qui aujourd'hui ne veulent plus de ce régime. C'est-à-dire que moi je crois que cette attitude du régime iranien aujourd'hui dans les exécutions, elle est avant tout dictée par les craintes du régime de voir un effondrement rapide. Et à propos de l'Europe, moi je suis parfois concerné par ce que j'appelle le silence quand même. C'est vrai, il y a des actions, il y a des paroles, et puis il y a des intérêts aussi en jeu. Mais le paramètre du peuple iranien n'est jamais pris en considération. Il y a un mois, 2 militants des Moudjahidines du peuple ont été exécutés en Iran. L'ONU vient de dire que 11 autres personnes sont dans des exécutions immédiates. 14 personnes encore de ce mouvement sont aujourd'hui dans les couloirs de la mort. Mais je n'ai pas vu de condamnation publique de la part des États européens
là-dessus. Donc je pense que D'où là, il y a l'importance quelque chose de aussi critique. de la manifestation samedi avec notamment Guy Verhofstadt qui s'exprimera. Je pense qu'il y aura aussi Mike Pence qui sera présent aussi à Bruxelles. C'est pas encore On confirmé. verra. Et puis encore évidemment d'autres gens. Un mot avec toi, Nico. On passe à ton œil. On va parler évidemment du nucléaire, c'est ça? Oui, avant de revenir sur les soulèvements internes et ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, Jim effectivement a rappelé le rétablissement des sanctions à partir du 18 octobre. Les relations sont plus que tendues aujourd'hui entre l'Iran et l'AIEA. Caroline Azad, que sait-on aujourd'hui de l'état d'avancement de ce programme nucléaire iranien? Est-ce que la bombe nucléaire, c'est un but en soi pour l'Iran? Mais écoutez, en fait, c'est très difficile d'avoir une analyse précise, nuancée, parce que tout simplement, nous ne faisons pas partie des services de renseignement et que l'Iran joue expressément cette carte de l'ambiguïté où les informations tombent jusqu'à la dernière minute. On n'est pas sûr d'avoir une décision, on ne sait pas très bien quelle position il va prendre. On sait qu'au niveau de l'appareil d'État, il y a eu un renforcement, en tout cas autour du clan du régime. Et il y a de plus en plus de débats ouverts aujourd'hui, c'est-à-dire des voix qui s'expriment de manière très ouverte pour remettre en question la fatwa qui avait été édictée par le guide et qui refusait d'ailleurs. La ligne rouge était justement d'atteindre le seuil pour avoir la bombe atomique. Donc il y a une volonté de sortir de cette dépendance-là, puisque les discours officiels aujourd'hui disent que l'AIEA est en fait à la solde des régimes occidentaux, et on voit bien que le régime iranien est en train de prendre une tangente différente, et en tout cas il renforce très fort la répression, vous l'avez dit, et le contrôle sur la situation. Et je pense que la guerre du 13 juin a été en tout cas une aubaine pour les forces radicales, les forces conservatrices du régime, pour justement renforcer non seulement ce sentiment d'agression, ce sentiment nationaliste, et renforcer ce contrôle sur la population qui fait que nous n'avons pas vraiment encore d'informations sur ce qui se passe réellement là-bas. En une minute, si vous le bien, Afshan Alavi, parce que c'est vrai que Caroline Azad l'a rappelé, avec ce qui s'est passé avec les Israéliens, les frappes américaines aussi, les Iraniens se sont une nouvelle fois dit, mais si on avait cette bombe nucléaire, on aurait un moyen de dissuasion face à ces puissances-là. C'était pareil aussi, il me semble, lors de l'invasion de l'Iran par l'Irak dans les années 80. Aujourd'hui, pour vous, c'est une crainte de voir le pays, l'Iran, obtenir cette bombe nucléaire, ou est-ce que là, c'est un fantasme quasi européen, tellement on en est loin chez vous en Iran? Non, c'est un danger. C'est un danger. Et d'ailleurs, c'est le Conseil national de la résistance iranienne qui, pour la première fois, a révélé l'existence d'un programme nucléaire clandestin. Et il faut savoir que nous sommes dans un régime qui, au-delà du jeu de conservateur-non conservateur, il a un système qui est comment dirais-je, dirigé par un guide suprême religieux. C'est un pouvoir absolu du religieux. C'est un symbole. Les décisions, c'est plus qu'un symbole. Les décisions sont prises par le guide suprême depuis des années et des années, depuis que la République islamique existe. Et donc, maintenant, c'est vrai que ce personnage est aujourd'hui affaibli dans le système. Mais tout dépend. C'est-à-dire, si lui s'effondre, c'est tout le système qui s'effondre. Et donc, pour empêcher l'effondrement de ce système, tous les gens qui bénéficient de ce régime essayent de le garder et de le maintenir. Et bien justement, on va marquer une courte pause et on va justement parler de ça aussi, de ce possible effondrement du régime, Nico. En se concentrant sur la société civile iranienne et en particulier ce slogan « Femme, vie, liberté ». On pensait à une révolution. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans quel état se trouve ce mouvement? Élément de réponse d'ici quelques instants dans Le Monde Orient. De retour dans Le Monde Orient, nous poursuivons notre discussion sur le régime iranien et sur cette grande manifestation prévue samedi à Bruxelles. Nico, on va revenir à l'intérieur des frontières iraniennes. Rappelez-vous de ce mouvement, de ce slogan « Femme, vie, liberté » né en 2022. À l'époque, on se demandait si ces manifestations allaient pouvoir se transformer en révolution. La question reste ouverte aujourd'hui, mais dans quel état se trouve ce mouvement « Femme, vie, liberté » Élément de réponse avec Marie-Jean Riès. Oui, Nicolas, le mouvement Femmes, Vie, Liberté est né en Iran en 2022 après la mort de la jeune Mahsa Amini. Vous vous souvenez peut-être, elle avait été arrêtée par la police iranienne car elle ne portait pas le voile correctement. Aujourd'hui, on est 3 ans après et ce mouvement se poursuit sous une forme parfois différente. J'en ai justement parlé avec Somaïa Rostanpour, chercheuse iranienne et militante féministe. La résistance, elle continue. Il change vraiment la forme, mais il continue dans la vie quotidienne. Là, par exemple, des obéissances civiles des femmes dans l'espace public face au voile obligatoire. Par exemple, aujourd'hui, dans les grandes villes, vraiment une grande partie on peut dire, population féminin, ils ne portent pas de voile.
Caroline Azad, la résistance, elle vit toujours, mais est-ce qu'elle a quand même été grandement affaiblie par ce régime? Et au final, il faudrait quoi pour que ce régime tombe? Écoutez, la résistance a toujours existé. Finalement. Et c'est vrai que le coup qui a été mis à la suite du mouvement Femmes, Vie, Liberté, la violence extrême et brutale a dissuadé toute une série de personnes, a cassé le mouvement. Mais comme l'a dit très bien la chercheuse qu'on vient de voir, la résistance est quotidienne. Ce sont dans les mœurs aujourd'hui, les actes quotidiens que le voile, par exemple, puisque c'est vraiment l'élément central, l'élément même existentiel de cette République islamique, n'est plus du tout un tabou. C'est-à-dire que les femmes se promènent sans voile et donc c'est plus ou moins accepté. C'est-à-dire que les mœurs et les mentalités ont changé à ce niveau-là entre les gens. Mais ce n'est pas ça qui fera chuter ce régime. Non, parce que le régime est très résilient. C'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, chaque année, on annonce la mort du guide, chaque année, on annonce la fin du régime iranien, et on se rend bien compte qu'il est beaucoup plus résilient qu'on ne le croit, parce qu'il s'adapte et parce qu'il connaît très bien aussi sa population. Et donc, notamment, par exemple, la question du voile. Aujourd'hui, la question religieuse, comment va se traduire la question religieuse dans l'État iranien, ce sera toute la question. Mais pour le moment, il y a vraiment un renforcement de l'idéologie politique. On le voit à travers le sport, on le voit à travers les manifestations officielles et la propagande. Cette question religieuse renaît vraiment de ses cendres, et surtout la jeunesse, si vous voulez, le régime s'adapte aussi au nouveau code de la jeunesse. Et donc, parfois, la frontière est floue. C'est très difficile de lire ce qui est de la propagande du régime ou non, parce qu'il s'adapte à ces messages-là. Et donc, c'est là aussi toute la subtilité. Oui, Afshan Alavi, on est deux ici. Il y a toujours un optimiste, un pessimiste. Avec tout ce que j'ai dit, avec ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, avec ce qui s'est passé notamment avec Israël, ce que certains ont annoncé comme la honte pour l'Iran de se faire comme ça attaquer aussi par Israël, même s'ils ont répliqué par la suite, on garde espoir de faire tomber ce régime? Et si oui, est-ce qu'on compte sur des acteurs étrangers pour vous aider, les Américains, les Européens dans ce cas-là? Je vais dire très clairement que non. L'espoir, il n'est pas de ce côté-ci. C'est-à-dire que ce régime ne tombera pas avec une intervention militaire étrangère ou avec justement les gages que les donc États ça doit venir de la société civile iranienne, au régime, dites, etc. hein. Et cela proviendra de l'intérieur de l'Iran, du peuple iranien lui-même, de sa résistance organisée. Et cela, c'est le paramètre qu'il faut tenir en compte, précisément. Et au moment de la guerre, Mme Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne au Parlement européen, elle a dit très clairement, la solution n'est pas la guerre étrangère, n'est pas la complaisance. C'est une troisième voie qui est le renversement du régime par le peuple iranien et sa résistance. Aujourd'hui, cette jeunesse dont on parle, en résistance face à ce régime, le régime essaye, il est très rusé, effectivement, je partage votre opinion, mais il est aujourd'hui déconnecté de cette jeunesse. Précisément, la société iranienne, elle est en opposition et en résistance face au régime des mollahs, par tous les moyens. Vous avez évoqué certains, mais moi je pense que le plus important, c'est l'existence à l'intérieur du pays de ce qu'on appelle les unités de résistance, c'est-à-dire des jeunes qui se sont mobilisés, qui se sont organisés et qui existent partout dans l'ensemble de l'Iran et qui agissent contre le régime, contre ses symboles. Et le régime, malgré les arrestations, il n'arrive plus à stopper ce phénomène. Une question quand même, on sort un tout petit peu de ce cadre-là, mais il y a eu des manifestations lors justement du 13 juin, des échanges de tirs entre Israéliens et Iraniens, des manifestations où des jeunes, notamment européens, arboraient des photos du guide suprême, des drapeaux iraniens, mais en parlant vraiment du régime. Vous avez été surpris de voir une partie de la jeunesse européenne, minime, hein, disons-le, soutenir le régime iranien face à Israël, en rappelant évidemment la situation dramatique qui est en cours à Gaza? Et tout ça fait partie d'une guerre d'information et de communication qu'on peut dater en tout cas du 7 octobre, puisqu'on sait que le régime iranien a soutenu le Hamas, on sait que le régime iranien a des influences à l'étranger et donc a une capacité de nuisance. On l'a vu notamment en Australie récemment à l'attaque. Tout à fait. Donc on sait très bien que tout
ça, aujourd'hui, la propagande officielle ne peut pas se permettre de soutenir officiellement le Hamas. Je rappelle quand même que le leader du Hamas a été assassiné à Téhéran. Mais par contre, elle soutient dans sa rhétorique le peuple palestinien. Donc il y a un accent mis sur la tragédie palestinienne. Et donc c'est une aubaine pour le régime, ça, en quelques mots. Alors ça paraît cynique, mais c'est-à-dire de pouvoir jouer là-dessus, sur ce conflit israélo-palestinien, et dire aux jeunes Iraniens aussi, nous sommes du côté des Palestiniens. Non, mais les Iraniens, en fait, ça fait très longtemps que la cause palestinienne, ça ne les regarde pas, parce que leur argent est parti dans toute la politique régionale de l'Iran, tout à fait. Donc ils ont bien compris que ça ne les concernait pas, en fait. C'était une réappropriation politique de la part du régime islamique iranien. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Merci vraiment d'être venus sur ce plateau. Merci à Afina Lavi. Rendez-vous samedi pour cette grande manifestation dans les rues de Bruxelles. On voit d'ailleurs l'affiche justement à l'écran. Et le monde rien, effectivement, ça continue en images. Une image d'abord terrible et un deuil national au Portugal après le déraillement meurtrier d'un funiculaire à Lisbonne. Retour aussi sur un échange hallucinant entre Xi Jinping et Vladimir Poutine sur l'immortalité. Et oui, il compte bien vivre jusque 150 ans. Et puis, on ne pouvait pas ne pas revenir sur cette crise qui gronde au sein du MR avec ses deux visages, Michel Demact et Georges-Louis Boucher. Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image d'Alexandre Gérard. Et on commence avec le choc, le deuil de toute une ville. Lisbonne pleure depuis hier soir après le déraillement du funiculaire Gloria. Lisboa está de luto. Eu acho que todos os lisboetas estamos de luto. Isto é uma tragédia que nunca tinha acontecido na nossa cidade. Il est 18h quand la machine descend à toute vitesse et percute un bâtiment. Quand on voit l'état du funiculaire, on se rend compte de l'impact du choc. Sugerido de andar no funiculare, né? Não sei como vocês chamam exatamente, mas aí a gente estava muito cansado, a gente acabou indo para casa e aí eu comecei a ouvir o barulho das sirenes e vi o que tinha acontecido, essa tristeza. Une question se pose, comment cet accident a pu arriver ? Pour le moment, les habitants se demandent si l'entretien de la machine est suffisant. Il y a des interrogations sur le système de freinage d'urgence quand on sait que le funiculaire a dévalé cette pente raide à toute allure. L'enquête doit déterminer les causes de cet incident. Se não houve manutenção exigida para este fluxo que tem sido feito deste transporte, sim. Se calhar foi subcarregado ao longo destes últimos anos. Et houve alguma falha de manutenção para vigiar isso. Ça fait 140 ans que le funiculaire Gloria est en activité dans les rues de Lisbonne. La mairie a suspendu le fonctionnement des 3 autres machines de la capitale portugaise. Deuxième arrêt en Chine, à Pékin. Et oui, encore une fois, la visite de Vladimir Poutine est scrutée de toutes parts. Aujourd'hui, zoom sur une discussion hallucinante sur le tapis rouge, digne des meilleurs films de science-fiction. Sujet de la conversation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, l'immortalité. On sait que le thème fascine le président russe. L'an dernier, il lance un nouveau projet national, nouvelle technologie de préservation de la santé, avec de lourds investissements. Le but, développer des technologies pour une longévité active. Les moyens modernes tant au niveau de l'amélioration de la santé que médicaux, et même toutes sortes d'interventions chirurgicales liées au remplacement d'organes, permettent à l'humanité d'espérer qu'une vie active plus longue sera envisageable. Les deux dirigeants bien accrochés au pouvoir en sont certains, il sera bientôt possible de vivre beaucoup plus longtemps, et tant pis pour ceux qui décomptent les jours avant leur fin de règne. Et puis, dernier arrêt devant les bureaux du MR avec une question, y a-t-il de l'eau dans le gaz chez les libéraux ? D'un côté, Michel Demact, député fédéral, vice-président de la Commission des Relations Extérieures, de l'autre, Georges-Louis Boucher, président du MR. Tout démarre d'un débat sur la RTBF sur la question palestinienne.
Michel de Magde est prévu sur le plateau, il est finalement remplacé par Denis Ducarme. Un changement imposé par le président du MR selon le député qui réagit sur Facebook. Cette façon de présider centrée sur les tentatives incessantes de contrôle absolu des parlementaires et des différents médias ne correspond ni aux valeurs libérales, ni à l'esprit humaniste qui m'anime depuis mon engagement au sein du mouvement réformateur. Se taire serait céder à l'oppression. Le dénoncer, c'est rester fidèle à ma dignité et aux valeurs qui fondent mon engagement politique. Michel de Magde est soutenu par des membres de l'opposition, mais aussi par d'autres parlementaires MR. Mathieu Michel se dit surpris par son absence au débat. Georges Luboucher réagit et contre-attaque. Les citoyens attendent autre chose des élus que de pleurnicher. Dans les rangs libéraux, on tente d'éteindre le début d'incendie. Je n'ai pas entendu que Michel de Magde allait perdre sa place de député, donc je pense que c'est la preuve que ça existe. Donc le fait qu'on puisse en effet ne pas tout le temps être d'accord. On a eu une discussion lundi dernier au comité des ministres élargi au chef de groupe, parce que effectivement la position sur Gaza, c'est pas juste chez nous, c'est dans le monde entier. Alors, tempête dans un verre d'eau ou début d'une nouvelle guerre de clans au MR? Réponse dans les prochains jours ou les prochaines semaines. L'arrêt sur image d'Alexandre Gérard, c'est tous les soirs dans le Monde ou Rien, quand vous le souhaitez, vous qui nous regardez sur LN24.be. Nico, dans quelques instants, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler, désolé, de cinéma. On va accueillir une actrice et une réalisatrice. Oui, pour un film bouleversant qui traite de l'autisme, mais pas que, des aidants aussi. Ça s'appelle Une place pour Pierrot et ça sort mercredi prochain dans toutes les salles en Belgique. Pour en parler, l'actrice Marie Gillin et la réalisatrice Hélène Médic seront avec nous dans un instant. Restez bien avec nous sur LN24. À tout de suite. Merci de nous suivre dans Le Monde ou Rien, toujours avec Nicolas Pipin. D'ailleurs, Nico, place à nos personnalités du soir, place à la règle de 3 de Marie Gillin et Hélène Médic. Et comme chaque soir, Nico, 3 mots pour tenter de résumer les personnalités présentes sur le plateau du Monde ou Rien. Alors oui, Jim, chaque soir dans le Monde ou Rien, je vais vous donner 3 mots qui feront le portrait de nos invités ce soir, de nos témoins de l'actualité. Et le premier mot que j'ai choisi pour ce portrait, il concerne Marie Gillin. Ce mot, c'est simple. Alors ce mot peut paraître péjoratif, mais c'est tout le contraire. Plutôt simple et heureuse, comme l'enfance que vous avez vécue dans un petit village de 600 habitants près de Liège, avec votre mère Nadine, autrice de contes pour enfants, et votre père Philippe, grand collectionneur d'objets de la Seconde Guerre mondiale. Simple comme les bottes en caoutchouc que vous portiez, simple comme les balades dans l'herbe que vous faisiez, une simplicité qui sera pour vous une force tout au long de votre carrière d'actrice, commencée au cours de théâtre à l'atelier Le Vivier à Liège, un amour pour le cinéma qui a commencé avec un film culte qu'on a tous vu dans notre enfance, c'est ça. You gotta find it. E.T., stay with me. I love you. Where are we going? Follow me! I'll be right here. Deuxième mot que tu as choisi, Nico, c'est autisme. Oui, parce que c'est le sujet du film pour lequel vous êtes toutes les deux là ce soir. Une place pour Pierrot, votre film. Hélène Médic, actrice pendant de nombreuses années de Plus belle la vie et fidèle de Cédric Clapiche. Et ce film, il est très important pour vous, il est très important pour notre regard à tous sur l'autisme, parce qu'il raconte votre propre histoire. Votre grand frère est atteint de ce trouble et vous avez fondé l'association Les Maisons de Vincent, lieu d'accueil pour adultes autistes. Mais on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Oui, largement. Et puis dernier mot, Nico, ce dernier mot, c'est un acteur, c'est Grégory Gadebois. Oui, il n'est pas là ce soir, mais je voulais lui rendre hommage à Grégory Gadebois. C'est Pierrot dans votre film, le grand frère atteint d'autisme. Et j'aurais pu choisir tant de mots pour décrire sa performance, tout en nuances, saisissante, tendresse. Mais j'aurais pu aussi poser ces mots sur vos personnalités à toutes les deux. Bref, allez voir ce film pudique, lumineux, sans pathos ni leçon de morale. On regarde les images. Bonne nuit, mon Pierrot. Vous avez encore augmenté la médication de mon frère sans me prévenir. Madame Levent, qu'est-ce que vous faites? Mon frère ne restera pas un jour de plus ici. Et vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas... Si vous voyez, je peux. Mais bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau, sur le plateau du Monde ou Rien, pour ce très beau film. Nicolas dit, Une place pour Pierrot, qui sort donc mercredi prochain dans toutes les salles évidemment de Belgique. Un mot d'abord, Hélène Médic. Est-ce que vous nous expliquez en quelques mots vraiment l'histoire du film, mais aussi la réflexion qui est passée par votre tête pour le présenter comme ça au grand public? Alors je vais reprendre juste votre introduction.
ce n'est pas mon histoire, c'est inspiré de mes expériences et de ce qui me constitue parce que j'ai grandi avec La Différence. Mais c'est un vrai film de fiction. Mon histoire personnelle n'est pas très intéressante. Et j'espère ne pas avoir fait un film sur l'autisme. Mais j'espère avoir donné... en tout cas, grâce à la narration, l'évolution de mes personnages, et beaucoup à travers le personnage de Marie Gillin aussi, un film autour du lien, autour de ce qui nous relie. Justement, Marie Gillin, quel regard vous portiez-vous sur La Différence, sur les aidants aussi, parce que vous avez ce rôle-là dans ce film quand on vous a envoyé le scénario? J'ai été frappée par l'émotivité des aidants. En fait, je crois que j'avais un peu une image... d'Épinal, comme ça, des aidants, comme des êtres parfaits, qui auraient été un peu comme des gens extrêmement tempérés, qui sont dans l'ombre. Alors qu'en fait, quand on accompagne une personne différente ou malade, ou qui souffre de différentes pathologies ou problématiques, c'est tout l'inverse. En fait, on est comme des éponges et on prend. On a un trop-plein. Et Camille, elle a une espèce de charge mentale qui est énorme. On sent qu'elle est à la limite plus grave. Oui, elle a atteint aussi ses propres limites. Donc c'est un personnage qui est au contraire très humain parce qu'il est plein de failles et plein d'émotions en fait. Hélène Médic, pourquoi ce Marie Gillin pour ce personnage ? Parce que c'est une immense actrice que je connais. On se connaissait pas intimement avec Marie, mais je l'ai toujours suivie au théâtre aussi. Et Marie, elle représente. C'est une actrice qui représente toutes les femmes pour moi, parce que déjà, elle a en elle naturellement l'équilibre du masculin et du féminin. Et il y a à la fois aussi cette forme d'épure, de grâce et quelque chose de très ancré chez Marie. Et voilà, j'aime beaucoup toutes ces oppositions. Et puis, je voulais, à travers ce personnage aussi, raconter combien, quand on est aidant, on ne fait pas tout parfaitement. Je veux dire, souvent, les aidants ont beaucoup de colère. Et être aidant, ça impose de se rencontrer, au final. Et c'est le parcours que veut faire le personnage de Marie dans le film. C'est qu'elle va aussi accéder à sa nature profonde. Et c'est aussi une place pour Camille. Marie Gillin, c'est pas votre premier film du réel, si on peut le dire comme ça, mais est-ce que c'est plus dur aussi de se mettre dans ce genre de rôle? Est-ce qu'il y a plus de pression quand on sait qu'on joue finalement un personnage qui est parfois représentatif des gens qui vont au cinéma, les vrais gens, comme on dit? Non, je dirais pas que c'est de la pression, parce que c'est le point de départ, c'est vraiment ma rencontre avec Hélène et le scénario qu'elle a écrit. Je veux dire, le scénario, c'est une base qui est très très solide, et dans le scénario, on voit bien toute la transformation qu'elle va traverser. Et puis c'est une relation de confiance. Hélène m'a fait confiance, je lui ai fait confiance, et ensemble, on a créé ce point de rencontre pour trouver le personnage de Camille. Donc c'est beaucoup de travail, Il y a un peu de vous aussi là-dedans, ou est-ce qu'on reste un petit peu dans un scénario, comme vous le dites, on fait confiance aussi à la réalisatrice, mais est-ce qu'on y rajoute quelque chose de soi aussi? Oui, en tout cas, évidemment. Enfin, nous, les acteurs, on arrive avec notre petite valise de cailloux, d'émotions, enfin tout ce qu'on veut, et on délivre, et on est prêt à déposer certaines émotions. Donc oui, évidemment, le lâcher-prise, les émotions, c'est des choses qui font certainement écho à des choses que moi j'ai traversées, mais qui ne sont pas celles du personnage. Non, puis vraiment, j'ai envie de préciser, Marie est une grande actrice, mais pour être à la hauteur de ce rôle, qui vraiment est dans la contradiction, qui passe par des états très différents, qui change d'état en 2 secondes, c'est un travail très organique. Et c'est au final un rôle extrêmement exigeant pour être au rendez-vous. Et elle n'avait pas d'autre choix que de s'abandonner au-delà de son talent, et elle l'a fait, quoi. Elle m'a comblée. Et en tout cas, ça se sent dans le film. On le disait, ce n'est pas un film que sur l'autisme, c'est un thème quand même qui est au centre du film. Est-ce que vous pensez que le cinéma et les films, ça peut faire aussi changer le regard qu'on peut avoir sur l'autisme, sur la différence de manière plus générale? Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que la fiction. Ouais. Pour éveiller les consciences, mais aussi aller peut-être raconter, revisiter quelque chose de très intime. Et c'est un peu ce qui se passe là avec les avant-premières en public, où on peut avoir des échanges aussi parfois. On ressent ça très fort avec Marie. C'est ce qu'ils vous disent, les gens aussi, que ça les a touchés aussi d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne sont pas touchés nécessairement Absolument. par ça de près ou de loin? Ah bien sûr, plein de gens dans la salle qui ne connaissent même pas l'autisme. C'est pour ça que je veux ouvrir, et c'est ce qui a motivé mon film en fait. Moi, j'avais envie de faire un film autour de personnes qui éprouvent des limites. Et Pierrot éprouve des limites, mais au final, il raconte aussi chacun d'entre nous et chacun des autres personnages qui, a priori, ne sont pas différents.
Parce que effectivement, Marie Gillin, à un moment dans le film, on parle de votre frère comme d'un handicapé. Dans le film, c'est une des scènes, et vous dites bien, il n'est pas handicapé, il est autiste. C'est aussi un des débats au centre quand même de ce film-là. En tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est que déjà, les autistes, il n'y a pas une forme d'autisme. Il y en a certainement des centaines. Donc déjà, à l'intérieur de ça, on ne peut pas stigmatiser l'autiste, entre guillemets. Et le handicap, c'est pareil. Le handicap, c'est un fourre-tout à toutes sortes de troubles. Et c'est aussi pour... je trouve qu'elle impose dans cette réponse de dire mon frère est différent, mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il doit être perçu comme forcément un handicapé. Alors que oui, ça peut être évidemment un handicap, mais ça n'est pas elle son moteur en fait. Oui, ce que je dis souvent, c'est que le plus grand handicap des personnes différentes, ce n'est pas leur autisme ou leur bipolarité ou je ne sais quel trouble, c'est souvent que la société ne leur permette pas de prendre leur place. Et Jim, pour votre œil du soir, on va revenir sur une association effectivement créée par Hélène Médig. Oui, on a rappelé que ce film est une fiction. Malgré tout, évidemment, votre vécu, on le ressent aussi quand on connaît votre histoire dans ce film-là. Nicolas l'a rappelé, hein, vous avez créé l'association Les Maisons de Vincent. Pour le résumer, je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible. C'est accueillir dans des lieux chaleureux des personnes autistes adultes tout en leur permettant de participer à la transition écologique, une autre cause que vous défendez personnellement, Hélène Médig. En 2021, vous ouvrez une première maison d'accueil. Ça se passe donc à Mer-les-Bains. On va écouter un résident passer justement par cette résidence. Il s'appelle Sébastien. Ah, Sébastien. J'ai peur de ne pas y arriver. Il faut juste que je reprenne confiance en moi et puis que je me dise que j'en suis capable, quoi. Pendant beaucoup d'années, on m'a dit que j'étais malade, que j'étais handicapé. Et du coup, à cause de ça, j'ai perdu confiance en moi. Et du coup, je suis moins fort qu'avant, quoi. Je suis plus fragile qu'avant. On essaie de se reconstruire, mais pas facile, hein. Qu'est-ce que ça vous inspire justement ? Ah non, mais là, en fait, étrangement, et c'est ridicule, j'ai envie de pleurer parce que, évidemment, je connais bien Sébastien. Il est artiste aussi dans mon film. Il a un rôle à la ferme dans cette partie-là. Et vous voyez, c'est un très bel exemple pour mettre en lumière nos échanges. Sébastien, il a son bac, il a fait une prépa scientifique. Il n'a pas été diagnostiqué autiste. Encore une fois, c'est pour ça qu'on ne peut pas représenter l'autisme en soi. Et il a passé 10 ans à l'hôpital psychiatrique. Il a été détruit. Quand il est arrivé aux Maisons de Vincent, il prenait 16 médicaments. Donc je précise, je ne suis pas contre la chimie, elle est très souvent nécessaire. Mais c'est un exemple de surmédication totalement inadaptée. Et aujourd'hui, ses plus grandes régressions ne sont pas liées à sa différence, mais à son parcours à l'hôpital. Marie Gillin, comme le cas effectivement de Sébastien, il y a plusieurs acteurs non professionnels aussi dans le film, notamment votre frère. Oui, absolument. Ça a fait quoi aussi de jouer avec tous ces gens-là ? Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu le bonheur de jouer avec eux parce que... Vous avez quelques scènes... Je suis arrivée dans la ferme, mais j'ai pas vécu toutes les scènes que Grégory a pu traverser avec eux. Moi, je trouve ça génial parce que, en tout cas, en tant que spectatrice, quand je vois le film, je trouve qu'à partir du moment où on est en immersion... avec tous ces personnages, on ne se pose absolument pas la question. Et je dirais plus qu'on ne se pose pas la question de Grégory Gadebois dans ce groupe. Et je pense que ça, c'est la plus grande réussite. C'est qu'il s'est complètement fondu dans tous les autres personnages du groupe. C'était un vrai risque, d'ailleurs, que j'ai pris. Mais c'est pour ça que je tiens à dire que les artistes autistes, on est obligé de les nommer comme ça, ont fait un vrai travail d'interprète. Avec un dispositif assez singulier que j'ai mis en place, avec plusieurs journées d'immersion avant le tournage, pour leur permettre aussi d'appréhender l'équipe technique, de vraiment se relier aux situations, à l'évolution en fait de ce qu'on allait mettre en place. Mais c'est un vrai travail d'interprète. Et ça donne honnêtement de très belles scènes dans le film, je le rappelle, allez voir mercredi dans les salles. On va maintenant écouter une chanson très importante dans le film, elle est signée Julien Clerc. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient. Hélène Médig, pourquoi cette chanson ?
Alors c'est la chanson de Pierrot, et donc lors de l'écriture du scénario, je tenais, ça c'est de la fiction aussi, même si c'est des choses que j'ai pu observer avec des personnes fragiles, d'avoir une chanson un peu thérapeutique. Et Ce n'est rien, c'est vraiment une chanson, c'est un personnage dans le film. Et je trouve que c'est la plus belle métaphore de l'impermanence, on traverse tous l'ombre et la lumière, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Et j'aime aussi cette opposition entre cette mélodie très enjouée, très rythmée, très dans la joie, très vivante, et ces paroles magnifiquement profondes et spirituelles et qui nous racontent tout ceci. Et qui a l'image du film aussi, je trouve, parce que dans le film, il y a aussi beaucoup d'humour, il y a ce mélange de choses très intimes, parfois lourdes, et il y a aussi un souffle joyeux. C'est profond et drôle. On parlait d'humour tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est intéressant dans votre film, c'est que évidemment c'est dur. Évidemment, parfois, il faut un petit peu s'accrocher aussi, mais il y a toujours ce brin d'humanité aussi, d'humour. Ça m'a fait penser aussi, alors rien à voir, mais avec le film d'Artus, simplement dans l'idée aussi d'ouvrir un petit peu les yeux à certaines personnes sur la différence. Est-ce que ça a été une inspiration d'une quelconque manière? Il y a ça, mais il y a aussi un excellent film flamand aussi, qui suit parfois aussi les traces de personnes handicapées, qui est absolument incroyable. Hasta la vista. Hasta la vista, qui est absolument dingue. Mais est-ce que c'était aussi l'idée, non pas d'y mettre de l'humour, mais mettre des vraies scènes de vie? Et dans les scènes de vie, il y a toujours un brin d'humour dans les discussions et autres. Moi, j'ai écrit le scénario bien avant le film. Oui, j'imagine, bien sûr. Et je terminais mon tournage quand le film est sorti. Oui, je pense Elle est très belle, la sensibilité d'Artus, parce qu'en plus, il n'est pas confronté personnellement à ça. Et c'est tout à fait autre chose. Et son histoire, elle est très belle. Elle est très belle, je veux dire, de son regard en fait sur la différence adolescent avec un garçon de sa classe qui était très exclu, et puis d'avoir envie de le transformer de cette façon, ça me touche beaucoup. Non, comment dire, moi je sais pas, c'est vraiment aussi les cinéastes qui m'ont inspirée, qui donnent, je pense, ce ton à mon film. Ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai pas du tout voulu faire un film ni politique, et à aucun moment je suis dans le jugement. Voilà, moi j'ai envie de raconter une histoire autour du lien et de tous les autres personnages qu'on ne cite pas, Patrick Mille, Mathilde Labarthe, Vincent Elbaz, Marianne Bassler, François Vincentelli. Voilà, j'ai eu envie de filmer, de recréer une famille aussi. Et Artus, c'est tout à fait autre chose. Hasta la vista, c'est encore tout à fait autre chose, ne serait-ce que pour l'histoire, évidemment, ce sera pour une autre émission. Très chouette film aussi à voir. Pour terminer, je vais vous montrer quelques photos. On va commencer avec une photo pour vous, Hélène Médic. Vous avez parlé de réalisateurs qui vous ont peut-être inspiré. On va le voir dans un instant, mais c'est Cédric Klapisch. Vous avez joué dans Péril Jeune et Les Poupées Russes. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Cédric Klapisch? Alors Cédric, c'est un très grand directeur d'acteurs. C'est la première chose que j'ai envie de dire de lui. Marie a fait 1 ou 2 films avec lui, je ne sais plus. Voilà. Je pense que tu es assez d'accord. Voilà. Et c'est drôle parce qu'après le Péril Jeune, il avait créé des ateliers à Paris où on y allait comme ça, on était quelques-uns avec Vincent, et au final, juste pour expérimenter à nouveau cette direction d'acteur, en fait, c'était comme un laboratoire. Et dans son cinéma, je trouve que c'est un des cinéastes de sa génération qui a merveilleusement, évidemment, filmé le groupe, filmé plusieurs générations, parce que tout au long de ses films... C'est vrai qu'on a envie d'être dans tous ces films, en tout cas. Absolument. Et voilà, il est très proche, en fait. Il fait un cinéma aussi, même s'il est très identifié en termes d'écriture cinématographique. C'est un cinéma de personnages. C'est toujours les personnages qui sont au centre et qui font évoluer le récit. Et puis je vais terminer avec 2 photos pour vous, Marie Gillin. La première, on va le voir, c'est John Malkovich. Vous avez été dirigé par John Malkovich dans la pièce Hysteria de Terry Johnson. Il est comment, John Malkovich ? Moi, je me rappelle de 2 choses. La première, c'est quand j'ai passé l'audition pour mon personnage. Je jouais le rôle d'une jeune femme hystérique qui avait vécu une agression sexuelle, en fait, et qui revivait lors d'une séance le fameux moment où elle retrouve son souvenir. Donc, évidemment, ça s'était terminé quand même un peu en larmes, cette affaire. Et puis après, quand on a travaillé sur scène, quand on répétait, moi, je me disais, mais John Malkovich, il va me donner plein d'infos, plein de réponses. Et il me disait... Mary, la réponse est en toi. ça vous fait de belles jambes. Et donc, merci John. Voilà les conseils incroyables de John Malkovich. Je vais terminer avec une dernière, c'est une affiche d'un film culte, c'est Pulp Fiction. Alors vous avez déjà raconté cette anecdote plein de fois, mais il y en a qui connaissent pas cette anecdote. Vous avez passé le casting pour ce film et ça s'est pas hyper bien passé. Non, on peut me dire c'est mon pire souvenir de casting. C'est votre pire souvenir de casting. Bon, je raconte brièvement. Je vais faire ce casting donc c'était pour passer le casting pour le rôle qui a été joué par Marianne Medeiros dans le film.
J'arrive là-bas et là, en fait, ils ont la très bonne idée de mettre des écrans comme ici sur le plateau où on voit toutes les actrices qui font les essais dans la pièce et comme dans une salle d'attente et on voit toutes les autres actrices. Donc déjà, pour la confiance en soi, c'est terrible. Et ensuite, donc j'attends des plombes et on vient me chercher. Et puis là, la directrice de casting me dit mais oui, mais vous avez rien d'autre à vous mettre ? Je dis si, j'ai amené une petite robe, donc je vais me changer dans un placard à balai. Je vais enfin passer ma scène et là je vois qu'ils sont là. Bon, y a la pause déj là bientôt, donc je fais à peine une fois la scène. C'était en anglais en plus, donc moi j'avais hyper bossé. Non, mais c'est bon. Enfin, de toute façon vous êtes trop jeune et je sens que c'est mort. Je sors de là, donc je suis dévastée, je suis humiliée. Je comprends totalement. Je marche dans la rue avec ma robe et mes talons et là il y a une grosse bagnole qui s'arrête et il y a un mec qui ouvre sa fenêtre, qui se penche et qui me dit Mademoiselle, vous voulez faire l'amour avec moi ? Donc là, voilà, j'avais touché le fond dans l'humiliation qu'on peut vivre quand on est une jeune actrice et une jeune femme. Horrible histoire que vous devez raconter en plus à chaque fois sur les plateaux. Donc on me l'a souvent demandé. Encore désolé, non, c'est pas une chouette histoire en plus. Non, mais franchement, maintenant je le raconte avec humour, mais je me dis, il faut avoir le cœur bien accroché quand on est une jeune comédienne et une jeune femme. Merci en tout cas à toutes les deux. Un film absolument incroyable à découvrir la semaine prochaine, mercredi prochain au cinéma. Merci Hélène Médig, merci Marie-Gilien. On va vous libérer maintenant. On va poursuivre cette émission, notamment nous intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les internets. Que s'est-il passé là-bas ? Tour d'horizon des buzz du jour avec le scroll de Marie-Jean Riez. Et salut Marie, on commence ce scroll avec une série de morts mystérieuses. Oui, alors que des élections municipales sont prévues le 15 septembre prochain en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, un mystère emballe les réseaux sociaux depuis quelques jours. Regardez. So the AfD, the right-wing German political party, just before local elections, has had 7 of its members unalive. It is now 7 AfD politicians died suddenly. What's happening in Germany right now is unreal. And statistically, it's impossible. 7 candidats de l'AfD sont morts ces dernières semaines. Et pour les internautes, pas de doute, c'est un complot pour affaiblir le parti d'extrême droite en bonne place dans les élections. D'ailleurs, la chef de l'AfD elle-même, Alice Weidel, a alimenté ces rumeurs. Regardez, elle a republié un tweet qui explique que ce nombre de morts est statistiquement impossible. Un tweet qui a été partagé même par Elon Musk. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces décès, Marie ? Alors oui, la police explique que ce sont des morts naturelles. Il y a juste un suicide. En tout cas, aucune mort n'est suspecte, selon l'enquête. Et puis, il faut rappeler qu'à ces élections municipales, il y a plus de 20 000 candidats. Donc, quelques morts sur les 20 000 candidats, c'est pas complètement anormal. D'ailleurs, il y a aussi eu des décès dans les autres partis. Bon, histoire bizarre. On va quitter l'Allemagne, Marie, et on vient en Belgique. Aujourd'hui, vous essayez de nous réconcilier. Ça va pas être facile avec la ville de Charleroi. C'est pas moi qui vais le faire. C'est un youtubeur québécois qui s'appelle Madiba. Et il y a quelques jours, il a sorti une vidéo dans laquelle il prend la place de Thomas Dermine, le bourgmestre de Charleroi, pendant 48 heures. Madi Premier, maire de Charleroi. Monsieur le maire. C'est très cool, franchement. Est-ce que je peux me permettre de lire le code de loi ? Qu'est-ce quoi là-dedans, là ? Wouah, c'est une dinguerie, il n'y a rien. Bon voilà, il n'est pas resté que dans son bureau. Madiba, il a aussi rencontré les habitants de Charleroi, les pompiers. Et puis finalement, dans cette vidéo, on apprend plein de choses. Regardez. Mais Charleroi, c'est la ville où a été inventé, où a vécu celui qui a inventé et proposé au monde la théorie de l'expansion de l'univers, donc la théorie du Big Bang. Ah ouais, ça c'est un beau flex. Ça c'est pas mal, ça. Je suis sûre que vous ne saviez pas, et j'ai regardé, c'est vrai, c'est Georges Lemaître, un Belge, qui a imaginé la théorie du Big Bang. Voilà, si vous voulez apprendre d'autres choses intéressantes, allez voir la vidéo. Elle s'appelle « Comment je suis devenue maire de la pire ville d'Europe ». Ça donne pas envie, mais c'est très bien. Regardez, je vous laisse avec la conclusion de Madiba sur Charleroi. Charleroi m'avait vraiment vendu cette ville-là comme la plus nulle. Bon, j'avoue, j'ai un traitement particulier où je suis littéralement maire. Alors qu'en vrai, c'est comme une ville comme plein d'autres. J'ai vu pire et surtout, les gens ici, je pense que c'est un truc belge en vrai. Les Belges sont trop gentils. Les Belges sont trop gentils, effectivement. Et puis on termine, Marie, avec Luigi Mangione qui a fait la pub de la marque chinoise Shein. Et oui, vous allez le voir, Luigi Mangione, tout beau, en train de poser pour la marque de fast fashion chinoise Shein. Alors évidemment, ce que vous voyez, c'est de l'IA, puisque Luigi Mangione, en réalité, actuellement, il ressemble plutôt à ça. Pour le moment, il est dans une prison fédérale où il attend son procès pour l'assassinat de Brian Thompson, PDG d'une des plus grandes sociétés d'assurance maladie aux États-Unis. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire, ça remonte à décembre 2024. Luigi Mangione, 26 ans, était devenu le symbole d'une lutte de David contre Goliath, un homme contre tout le système des assurances
l'assurance privée américaine. Et visiblement, Shein s'est dit que c'était un super calcul marketing de le mettre sur sa page. Et donc, le Jim and Jones s'est retrouvé là, sur le site, avec une jolie chemise à fleurs. Depuis, le visuel a été retiré du site, mais trop tard, la photo avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Bon, merci Marie, avec effectivement... choix discutable quand même pour Shein ici. Merci Marie. Le scroll, c'est tous les soirs dans le Monde Orient. Et puis quand vous le souhaitez, vous qui nous regardez sur LN24.be. Bon Nico, chaque soir je suis un peu triste parce que là c'est déjà terminé pour le Monde Orient. Oui, c'est vrai, mais vous inquiétez pas Jim, on se retrouve lundi avec une grande actrice et elle est belge. Alors non, ce n'est pas Marie Gillin puisqu'elle était déjà avec nous ce soir, mais Cécile de France pour un thriller sur l'intelligence artificielle avec aussi Mylène Farmer. Une interview à ne pas manquer et ça sera lundi dans le Monde Orient. Merci Jim. Merci Nico, merci à Richard Dehulf à l'édition de cette émission. Merci à toutes les équipes techniques d'LN24. Le Monde Orient revient donc lundi soir 22h sur LN24. Mais en attendant, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Jody Beau et l'émission Les Pros de l'Écho. Quant à moi, je vous retrouve demain 22h pour Planète Trump et puis avec vous demain soir 23h Football Total sur LN24. Excellente soirée à vous.